12h25, Toulouse ce matin, Concorde s'envole pour la première fois vers New York. L'avion aux couleurs d'Air France et de la British Airways a quitté tout à l'heure Toulouse-Blagnac, destination l'aéroport Kennedy de New York. L'avion y est attendu dans le courant de l'après-midi. Nos confrères américains du New York Times soulignent l'événement ce matin grâce à un éditorial qui souhaite la bienvenue, non pas au Concorde, peut-on lire dans cet éditorial, mais au triomphe de procédures justes et légales pour régler les problèmes émotionnels posés par cet appareil. Les tribunaux, conclut le New York Times, ont montré la voie hors de la confrontation. La courtoisie doit maintenant prévaloir. Quant au syndicat CGT de l'aérospatiale de Toulouse, il a envoyé ce matin un message à la population de New York et dans ce message, on peut lire « Les milliers d'ouvriers, d'employés, de techniciens, d'ingénieurs, de cadres qui ont mené la réalisation de Concorde jusqu'à son terme attendent beaucoup de son essor commercial pour la garantie de leur emploi. » Concorde est parti tout à l'heure de Toulouse-Blagnac vers New York, porteur d'espoir pour des millions de techniciens, d'ouvriers, d'ingénieurs et de cadres, vous le savez. Espérons que ce que feront les pilotes cet après-midi à l'arrivée sur New York permettra aux Américains d'accueillir avec courtoisie notre appareil franco-britannique. L'actualité, eh bien, c'est d'abord pour chacun d'entre nous, contribuables, ce qui a été décidé à l'Assemblée nationale. Un nouveau barème des impôts, en quoi consiste-t-il? En quoi sommes-nous directement concernés? Tout de suite des précisions avec Daniel Duigou. C'est en effet à 5 heures du matin que les députés se sont quittés après avoir voté l'ensemble de la première partie du budget, c'est-à-dire les recettes. Pas de grands changements, excepté l'abattement de 10% sur le revenu imposable des pensionnés et des retraités. Les bénéficiaires de cet amendement de la Commission des finances voté à l'unanimité seront donc principalement les personnes âgées. Pour compenser la perte de recettes, la TVA sur les locations et les crédits bail des voitures de tourisme sera majorée. A été adopté sans grande difficulté, en effet, le nouveau barème de l'impôt sur le revenu. Les 10 premières tranches sont relevées de 7,5%, les 2 dernières seulement de 6 et 5%. A été également adopté avec la nouvelle vignette auto l'augmentation du prix des carburants en 2 temps, le 1er février et le 1er juin. Le super passera à 2,42 et à 2,58, l'ordinaire, comme vous le voyez, à 2,23 et à 2,39. En revanche, les députés ont rejeté la super vignette sur les voitures de société. Enfin, dernier article à signaler, l'Assemblée a reconduite, mais en l'adoucissant, la taxe sur le train de vie bateau, action de société de chasse, etc. La taxe ne s'appelle plus taxe exceptionnelle et elle exige non plus 3, mais maintenant 4 éléments. Voilà, vous êtes fixés. Soyez bien, voyons maintenant avec Michel Denisot l'ensemble des informations qui continuent de nous parvenir et peut-être revenons aussi sur un certain nombre de faits de la journée d'hier concernant ce qui s'est passé à Mogadiscio. Oui, on ne connaît pas encore les résultats de l'autopsie d'Andreas Bader et de ses 2 disciples qui se sont suicidés hier matin dans leur cellule de la prison de Stuttgart. Ces autopsies ont été réalisées la nuit dernière en présence de médecins légistes ouest-allemands et de 2 médecins étrangers, un Suisse et un Belge. 3 avocats étaient également présents. Nous reviendrons dans quelques minutes avec Bernard Volker en direct de Bonn sur le mystère qui continue d'entourer ces suicides qui ont eu lieu après l'échec des terroristes à Mogadiscio. L'assaut des commandos GSG-9 ouest-allemands a ruiné donc tous les espoirs des amis de Bader. Un assaut qui a été suivi en direct par un Israélien, Michael Gurdus. Cet homme, fils de l'ancien directeur de l'AFP à Tel Aviv, travaille au service d'écoute de la radio et de la télévision israélienne. Il dispose pour cela d'un système d'écoute et d'enregistrement fort perfectionné. Grâce à ce dispositif, Michael Gurdus était en liaison avec le pilote du Boeing qui a amené à Mogadiscio le commando allemand. Depuis le cockpit de son appareil, le pilote a suivi l'assaut. Il l'a donc décrit en direct. Voici cette description. Frankfurt, von der Oscar X-Bay. Frankfurt. Juliet Kilo 66.
Richtung Frankfurt hört. Es hat sich eben eine Art Feuerwerk ereignet an unserem Aircraft. Die Türen sind offen und es scheint die Leute in das Flugzeug hineinzukommen zu bleiben. Können wir auch weiter durch. Frankfurt, von der Passagiere Konfurt. Eingang der Tür aussteigen. Bien, je pense que nous reviendrons à 20h donc sur cette conversation d'une qualité de son pas très bonne évidemment, mais cela est assez facile à comprendre. Vous avez pu suivre dans notre édition de 20h hier soir l'arrivée des otages à Francfort. Vous avez pu suivre aussi l'arrivée du commando antiterroriste allemand. Manquaient les premières images reçues de Mogadiscio en Somalie. Les voici. C'est la dernière journée des otages là-bas, avant et après l'assaut, des images que commente pour nous Éric Gilbert. Mogadiscio, République de Somalie, lundi 6h20 du matin. Venant d'Aden, le Boeing des otages vient de se poser en bout de piste. Les pirates, à l'intérieur de l'appareil, vont demander 1 heure plus tard une ambulance. Un toboggan de toile sera déroulé à l'arrière de l'avion, un corps éjecté sur la piste. Ce n'est qu'en milieu de journée qu'on apprendra que la victime est Jürgen Schumann, 37 ans, le commandant du Boeing, abattu vraisemblablement parce qu'il avait quitté l'appareil au cours de l'escale d'Aden et qu'il ne voulait pas redécoller. Dans la tour de contrôle, il n'y a pratiquement pas de dialogue avec l'avion. En effet, on reçoit toutes les communications en direct de l'appareil à la tour de contrôle de Francfort. 13h30, le négociateur spécial du gouvernement allemand, M. Wisniewski, surnommé le Cheikh, car c'est un grand spécialiste de l'Afrique et du Moyen-Orient, où il compte beaucoup d'amitié. Il a effectué plus de 200 voyages dans cette partie du monde. M. Wisniewski, donc, débarque à son tour à Mogadiscio. Il est accueilli par le président de la République de Somalie. C'est lui qui va prendre les choses en main et qui va tester la détermination, la volonté des pirates durant toute la journée. Affolement aux environs de 17h30, en effet, un des ultimatums des pirates va expirer et on évacue les pistes, prêt à toute éventualité. Et puis, un deuxième appareil va se poser face à l'avion des otages. Ce deuxième appareil, un Boeing 707, est celui qui amène le groupe GS9, la brigade spéciale antiterroriste. L'appareil va prendre place derrière le Boeing. Après, ce sera le blackout. Encore aujourd'hui, on ne connaît de l'opération que ce que l'on sait par les témoignages assez fragmentaires des témoins. Le reste est secret. Ces témoins, les voici. Il est maintenant mardi matin, 1h. Ils viennent d'arriver dans le hall de l'aéroport de Mogadiscio qui a été transformé en antenne médicale. Des médecins, en effet, sont là, des médecins italiens, somaliens et allemands. Ils ont monté dans le hall et aussi dans la boutique Fritax de l'aéroport une véritable antenne chirurgicale. Mais ils n'en auront pas besoin car il n'y a que des blessés légers parmi les passagers. Choqués, épuisés par la chaleur qui régnait à bord de l'appareil, ces passagers récupèrent. Ce petit garçon a 4 ans. Avec son père, il était assis tout à l'avant de l'avion, c'est-à-dire presque à l'endroit où a été abattu le commandant Jürgen Schumann. Heureusement, son père a pu dissimuler la scène aux yeux de ce petit garçon qui n'a donc rien vu et qui, heureusement pour lui, a dormi pratiquement pendant tous les 5 jours de ce terrible calvaire. Épuisé, le négociateur Wisniewski va maintenant écouter les premières explications du copilote. Les pirates étaient tous dans le cockpit au moment de l'action, c'est pour ça que tout s'est bien déroulé, la tour le savait, dit le copilote. Le chef du commando était exubérant, il était très gai, il rigolait, il buvait de la bière, il fumait. Ils étaient très décontractés, ils ne voyaient pas du tout ce qui allait se passer. Voici la seule survivante du groupe des terroristes, une jeune arabe, une jeune palestinienne. Elle est grièvement blessée, elle crie encore « Victoire pour les Arabes, victoire pour les Arabes ». D'après tous les témoignages, ce sont les 2 femmes parmi les terroristes qui se sont montrées les plus dures. Sur l'identité de ces terroristes, peu de précision encore. Vraisemblablement, ils étaient tous arabes. Le plus pénible, eh bien, c'est que l'on nous a attachés à nos sièges, on nous avait fait enlever nos bas et on nous avait lié les mains, lié les pieds et on était très serrés. À 2 reprises, les pirates ont procédé ainsi. C'est vraiment ce qu'il y avait de plus pénible.
dann landen, dann wollten sie in Aachen nicht direkt, sondern auf Ache landen. Ja, genau. Und da hieß es, dann machen wir es anders, da müssen wir eine Notlandung machen. Was dachten Sie denn, wie heute Nacht, heute früh, muss man schon sagen, angegriffen wurden? Oh, l'action, tout s'est déroulé très vite. En fait, on n'a rien vu, on a entendu des explosions, du bruit. On croyait que c'était les pirates qui étaient à l'extérieur de l'appareil. Was haben Sie gemacht? Haben Sie sich niedergekauert oder? Ja, wir sind vom Sitz runter. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on s'est glissé, on a mis nos têtes dans nos mains, c'est tout ce que l'on pouvait faire. Et alors, on a entendu en allemand des instructions qui nous disaient de nous protéger. Et alors, on a compris qu'on était libérés, qu'on allait être libérés. Hatten Sie die Hoffnung nicht verloren? Meine 5 Tage ist eine so lange Zeit. In dem Moment hatte ich die Hoffnung wieder, aber vorher hatten wir sie verloren. Nous étions très déprimés par moments, à d'autres moments, nous avions espoir. Mais à la fin de cette journée, moi, je n'avais plus d'espoir. Heute Nachmittag, wie das Ultimatum wieder auslief. Le comportement du chef du commando, du chef terroriste, était tout à fait incohérent, irrationnel. À certains moments, il était adorable. Il s'occupait des malades, il s'occupait des enfants. Et puis, quelques minutes plus tard, il se mettait à hurler. Et bien sûr, ces changements agissaient sur nos nerfs. Nous aussi, nous passions par des phases d'espoir et aussi des phases de dépression. Den Kranken gewissermaßen helfen und auf der anderen Seite schrie er wieder los, wie wahnsinnig. Er war ja wahrscheinlich auch wahnsinnig. Und genauso wirkte sich das auch für uns so deprimierend aus. Tout le monde d'ailleurs notera à bord de cet appareil l'incohérence du discours politique tenu par les terroristes. Cet homme, lui, était tout près de l'endroit où le commandant a été abattu. Le commandant, dit-il, est resté 5 ou 6 heures dans l'allée. Les terroristes passaient au-dessus de son corps avec indifférence. Ce n'est qu'avant l'atterrissage à Mogadiscio que finalement le commandant a été traîné tout au long de l'appareil et qu'on l'a placé dans un petit emplacement où il y avait les masques à oxygène et les appareillages de secours. Francfort, 14h30, après les otages libérés, voici les héros du jour, le groupe GS9, les 30 hommes qui en 2 minutes 30 ont mis fin au cauchemar. Voilà pour ces témoignages, voilà pour les dernières pièces à conviction que nous avions à notre disposition pour vous les présenter dans le cadre de ce que nous avons pu faire depuis maintenant plusieurs jours sur cette affaire et surtout depuis sa conclusion. Sa conclusion, peut-être pas tout de suite, car en ce moment, je suppose Bernard Volcker qu'abonne si l'euphorie de l'après-intervention est passé. On en vient maintenant au problème plus sérieux. Et en particulier, je viens d'apprendre par une dépêche qui vient de chez vous que l'autopsie des corps d'Andreas Bader et de Gudrun Esslin pourrait bien amener quelques discussions au niveau de ceux qui ont participé à l'autopsie. Oui, l'Allemagne s'interroge aujourd'hui sur le suicide d'Andreas Bader et de ses amis. Des discussions, il y en a beaucoup et dans toute la presse. Monsieur Schily, l'avocat de Gudrun Esslin, qui a été retrouvé pendu à une corde électrique à la fenêtre de sa cellule, tient en ce moment une conférence de presse. Et voici ce qu'il nous a dit avant de commencer cette conférence de presse. J'ai pu lui poser 2 ou 3 questions. Je pense que la question de savoir si c'est un suicide ou un meurtre n'a pas encore de réponse. Le fait que Raspe et Bader sont morts par balle peut faire penser à un meurtre. Les cellules sont fouillées chaque jour. Elles étaient les cellules les mieux contrôlées de la RFA. Et c'est impossible d'imaginer et d'expliquer comment ils ont pu se procurer des armes. J'ai été hier à la prison. Bader gisait dans une mare de sang. De Madame Esslin, on ne voyait que les jambes. D'après moi, Bader a reçu un coup de revolver dans la nuque. La balle était tirée à bout portant. Elle est entrée dans la tête vers le haut. Mais il vaut mieux attendre les résultats de l'autopsie. Nous n'avons pas encore pu parler à Irmgard Müller, qui a également tenté de se suicider, mais qui est hors de danger. Tous les journaux s'interrogent sur ces suicides ce matin et se demandent aussi comment Bader et Raspe pouvaient avoir un revolver. On pense que le ministre de la Justice du Bade-Württemberg devra démissionner. Les résultats de l'autopsie ne sont donc pas encore connus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et la nouvelle selon laquelle Bader est blessé
à une blessure dans la nuque n'est pas confirmé du tout. En tout cas, ce matin, les services de lutte antiterroriste n'ont pas démobilisé après le succès de l'opération de Mogadiscio, car on s'attend, selon certaines rumeurs, à ce que les personnes qui ont enlevé M. Schleyer frappent maintenant un grand coup pour rehausser leur prestige. Oui, justement, Bernard Volcker, nous en parlions hier au cours de notre édition de 13h avec Helmut Sorg et vous-même. Est-ce que vous avez l'impression maintenant, après que les choses se sont un peu décantées, que l'on risque de voir s'éclore une vague de terrorisme à travers l'Allemagne fédérale après ce qui s'est passé? Écoutez, oui, hier j'avais répondu que je ne le pensais pas et je ne le pense toujours pas, mais les informations qui nous viennent du gouvernement et des services de sécurité font au contraire état de rumeurs selon lesquelles les terroristes, et notamment ceux qui ont enlevé M. Schleyer, qui sont donc toujours dans la nature, on ne sait pas où, que cela préparait un grand coup. Mais finalement, est-ce qu'il ne s'agit pas, si vous voulez, d'une tendance du gouvernement à exagérer un peu les choses, justement, pour qu'on ne se laisse pas trop aller à l'optimisme après la réussite de Mogadiscio? Peut-être que c'est pour ça. Si par hasard la thèse de l'avocat d'Andreas Bader était confirmée par les résultats officiels de l'autopsie, vous pensez qu'il y aura autour de... Vous avez parlé d'une démission du ministre de la Justice du Bade-Wurtemberg, mais au-delà de cette démission, vous pensez qu'on pourrait assister à une tempête politique? Ah oui, absolument, oui. Si vraiment il est confirmé que Bader a été exécuté, et vraiment j'insiste pour dire que pour le moment rien ne permet de le dire, mais si cela a été confirmé, cela provoquerait naturellement en Allemagne une tempête politique et un scandale épouvantable. Et ce ne serait pas seulement le ministre de la Justice du Bade-Wurtemberg qui sauterait, mais ça irait bien plus haut. Bien, merci Bernard Volcker pour ces précisions. Certainement vous aurez l'occasion de revenir sur cette affaire dans notre édition de 20h avec Roger Giquel. Cela dit, voyons la suite de l'actualité. Michel Denisot. Le Conseil des ministres de ce matin devait être consacré essentiellement aux énergies nouvelles. Tout de suite des détails avec Jacques Lenoir qui est à l'Élysée. Oui, Michel Denisot, avant de parler de ces mesures concernant les énergies nouvelles, je vous indique que 2 projets de loi ont été adoptés ce matin par le Conseil des ministres. Le premier prévoit la gratuité totale des actes de justice devant les tribunaux administratifs et civils. C'est un projet de loi qui devrait être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale dès le mois de novembre. Second projet de loi, il met à jour, il réforme la législation sur la conservation des archives. C'est une mesure qui intéresse, c'est certain, surtout les historiens de l'avenir, mais il est bon de signaler que la législation en vigueur jusqu'à présent datée du 7 Messidor en 2. On le voit, elle était assez dépassée, cette législation. Signalons d'autre part que Jean-Jacques Beucler, le secrétaire d'État aux anciens combattants, a précisé que cette année encore, la journée du 11 novembre revêtira une ampleur exceptionnelle, tant à Paris qu'en province. Signalons aussi une communication de M. Bellac, le ministre du Travail, qui a dressé un premier bilan sur la situation de l'emploi. Premier bilan depuis la rentrée. C'est un bilan d'un optimisme assez modéré. M. Bellac a dit qu'il y avait des progrès, mais qu'il fallait rester très prudent. Et puis nous en venons donc au gros morceau de ce Conseil, à savoir les mesures sur l'utilisation des énergies nouvelles. Ces énergies nouvelles, c'est d'une part l'énergie solaire, et d'autre part la géothermie, c'est-à-dire l'utilisation de l'eau chaude. Alors, à ce propos, des décisions qui visent d'une part à augmenter les crédits, les subventions, pour permettre notamment la construction de la première centrale expérimentale à énergie solaire en France, des mesures d'incitation aussi à l'aide de subventions pour inciter les particuliers à utiliser cette énergie solaire. Sur cela, d'autres commentaires maintenant avec Michel Chevalet. À vous. Oui, ces mesures sur les énergies nouvelles apportent, semble-t-il, un second souffle à une politique qui était menée jusqu'à maintenant au coup par coup, Michel Chevalet. Oui, en effet, le but recherché par le gouvernement, c'est de donner un second souffle précisément aux énergies nouvelles. Et ce, vous allez le voir, en faisant sauter un verrou qui n'était pas d'ordre psychologique, parce que tout le monde est convaincu du bien fondé, soit de l'utilisation du solaire, soit de l'utilisation de cette eau chaude gratuite qui est bien souvent dans le sous-sol. Mais un verrou qui est uniquement d'ordre financier. Car il faut bien le reconnaître, malheureusement, ces énergies nouvelles sont encore beaucoup trop chères, plus chères que l'utilisation du chauffage classique par le fioul. Alors là, le gouvernement joue sur 2 tableaux. Le premier, c'est au niveau du simple particulier, où lorsque, par exemple, vous vous équiperez d'un chauffage solaire, vous obtiendrez une subvention du gouvernement et non pas une simple déduction fiscale. Cette subvention fera que le coût de l'installation ne sera pas plus cher qu'une installation classique, par exemple au fioul ou au gaz. Ensuite, lors du dépôt d'un programme de construction soit de logements, soit de bâtiments publics, il devra obligatoirement figurer l'utilisation des énergies nouvelles. Ensuite, le gouvernement, lui, va jouer au niveau des industriels, et ce, bien sûr, dans le but de faire baisser les prix à la fabrication. Par exemple, une société publique va être constituée pour financer la mise en œuvre de chauffage d'immeubles
par la géothermie, le but étant de passer de 12 000 à 24 000 logements. Pour le solaire, le gouvernement va lancer une commande portant sur 3 000 installations de chauffage par des chauffe-eau solaires. En quelque sorte, l'agence pour les économies d'énergie, pour les énergies nouvelles, va se constituer en centrale d'achat. Restent enfin les centrales solaires. Une va être construite dans le Midi, l'autre à l'échelon européen. En quelque sorte, vous le voyez, on quitte le coup par coup pour quitter, disons, l'artisanat, pour réellement entrer maintenant dans l'industrie. En politique, 13e réunion des partis de la majorité ce matin pour examiner les circonscriptions électorales. Jusqu'à ce jour, 220 circonscriptions sur 491 ont été passées en vue. À Caen, hier soir, au cours d'une réunion organisée par l'Association pour la démocratie, Alice Saunier-Seité, secrétaire d'État aux universités, a pris la défense de l'école libre. La liberté exige le pluralisme, a-t-elle dit en substance. De la République ne peut se limiter à la doctrine d'un seul parti. L'école de la République ne peut enseigner une seule doctrine. L'école de la République doit enseigner la République. D'autres l'ont dit avant moi, et bien longtemps avant moi. La République, dans sa diversité et dans sa tolérance. Et c'est pourquoi nous ne devons pas oublier, nous, les libéraux, que nous sommes les seuls laïcs. Au contraire, le parti qui se veut unique commence par vouloir, bien évidemment, une école unique, une structure scolaire unique. Et le processus est réaliste, en réalité. Car, en supprimant la liberté fondamentale de l'enseignement, en formant des esprits dociles à une seule doctrine, on largue par anticipation toutes les formes de liberté. La liberté et la qualité de l'enseignement exigent le maintien de la diversité. La qualité de l'enseignement public exige le maintien de l'enseignement privé. Le monopole que l'on instaurerait, selon le vœu de certains, dans l'enseignement public ne pourrait qu'introduire à terme et même à très court terme l'intolérance. En bref, maintenant, révélation tardive sur la disparition de 181 kg d'uranium aux États-Unis en 1966. À l'époque, le président Lyndon Johnson a refusé à la CIA l'autorisation d'enquêter. Aujourd'hui, une chaîne de télévision américaine révèle que cet uranium aurait pris le chemin d'Israël. Nous n'accepterons pas, c'est le titre de l'éditorial de René Andrieux dans l'Humanité de ce matin. René Andrieux s'insurge contre les condamnations à de lourdes peines de prison de 4 intellectuels tchécoslovaques dissidents jugés par le tribunal de Prague en l'absence de tout journaliste étranger. Les 6 otages français enlevés à Zouérat le 1er mai 1977 par le Polisario seraient aux mains d'une société du Croissant Rouge sahraoui. Selon l'AFP, l'ambassadeur français François Leduc l'aurait affirmé à la conférence internationale de la Croix-Rouge qui se tient à Bucarest. Mais cette intervention de François Leduc vient d'être démentie à Paris, au Quai d'Orsay. Enfin, suite de l'opération Janus 4 à Marseille, une 3e plongée à moins 460 mètres a été effectuée ce matin. Sport, football, match aller des 8e de finale des Coupes européennes ce soir. 3 équipes françaises sont en course, dont 2 en Coupe de l'UEFA. Bastia, qui reçoit les Anglais de Newcastle, les Corses sont favoris. Lens, qui aura la tâche plus difficile à Rome contre le Lazio de Rome. Reste l'épreuve reine, la Coupe des Champions. Nantes, qui a éliminé le Dukla de Prague au premier tour, affronte ce soir l'Atlético de Madrid. Après l'élimination de Saint-Etienne, l'espoir du football français, c'est le FC Nantes. Après les Verts, les Jaunes, Bernard Giraud. Effectivement, Michel Denisot, et c'est avec 2 buts d'avance que les Nantais souhaiteraient aborder le match retour. Pour s'imposer à l'aller ce soir, le FC Nantes bénéficie de 3 avantages. Celui du terrain, bien sûr, l'absence de l'homme fort de l'Atlético, le Brésilien Luis Pereira, suspendu pour un match, et puis aussi la jeunesse d'une équipe nantaise, rassurée par ses récentes performances. Cette jeunesse, insouciante et combative de l'équipe de Nantes, sera l'atout principal pour faire face à l'expérience de l'Atlético de Madrid qui, il y a 3 ans, fut déjà finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions. En l'absence d'Amis suspendu et de Chanoun toujours indisponible pour des raisons de santé, Jean-Vincent a retenu Baron Kelly, Pécou et Lacombe dans sa ligne d'attaque. On connaît la façon de jouer de l'Atlético de Madrid, c'est défense de fer, c'est-à-dire super béton. Alors en tenant compte des indispositions de Pereira,
ils vont encore resserrer davantage leur garde et ça sera très difficile pour percer leur défense. J'ai l'impression qu'en plus, ils seront très dangereux dans les contres, avec Ayala en particulier, qui va faire sa rentrée, qui est un peu le style Rocheteau, c'est-à-dire c'est le gars qui est capable d'éliminer plusieurs adversaires et d'aller seul au but. Mais il y a aussi Ruben Cano qui affectionne en particulier les grands espaces libres. Et là, je crains justement ces contres dangereux de leur part. Pensez-vous toujours prendre 2 buts d'avance demain soir? Ben, bien sûr, il faut espérer, c'est l'objectif. Et puis on sait très bien qu'au match retour, ils vont certainement avoir leur équipe au complet. Et à ce moment-là, ça sera encore plus difficile pour nous. Bien, avant d'en venir à la météo, à noter que plusieurs rivières ont débordé dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude à la suite des pluies diluviennes de ces derniers jours, causant d'importants dégâts. Dans la nuit de mardi à mercredi, des trompes d'eau se sont abattues sur les contreforts pyrénéens dans le Roussillon et les Corbières, entraînant des inondations en plusieurs points du département. La météo pour cet après-midi, pluie orageuse, parfois importante, qui affecteront toujours le Roussillon et aussi le sud du Massif central, tandis que près de l'Atlantique, les pluies seront éparses. Ailleurs, le temps sera assez beau, malgré quelques passages nuageux. Demain, les pluies orageuses s'étendront à toutes les régions méditerranéennes, tandis que quelques pluies éparses persisteront de la Manche occidentale aux Pyrénées. Ailleurs, après des brouillards matinaux, le temps sera nuageux avec des éclaircies. Hier, au cours de notre édition de 13h, un léger incident technique nous a empêché de diffuser, comme nous le souhaitions, lors de notre passage au Conseil économique et social, un sujet réalisé sur le rôle de ce Conseil par Alain Veller. Alors, pour nous rattraper, eh bien, voici ce sujet, puisque vous avez été très nombreux à nous le réclamer dès la fin de l'émission. Le Conseil économique et social. Un immeuble d'Auguste Perret du plus pur style de l'entre-deux-guerres. 200 conseillers économiques et sociaux s'y retrouvent toutes les semaines, 200 conseillers désignés aux 3/4 par les syndicats et les organisations professionnelles, le dernier quart étant constitué de personnalités choisies par le gouvernement en raison de leurs compétences. Un hémicycle comme au Palais Bourbon, mais ici, pas de gauche ni de droite. 15 groupes, ceux des entreprises privées, des classes moyennes, de l'agriculture, de l'artisanat, de chacune des centrales syndicales, CGT, CFDT, FO, CGC, etc. Le président est élu avec le bureau de 14 membres pour 2 ans et demi. La dernière élection sur ces images s'est déroulée en mai. Clément Jean-José. Clément Philippe. J'ai toujours souhaité qu'une assemblée comme la nôtre, Ici s'instaure un dialogue en profondeur sur les grands problèmes de notre vie économique et sociale. Le Conseil est une assemblée consultative, sa vocation, élaborer des rapports à la demande du gouvernement ou de sa propre initiative. Les 2 derniers ont été adoptés la semaine dernière, 2 sujets d'actualité, l'avenir de la viticulture française présenté par un agriculteur, Louis Loga, et l'emploi des jeunes présenté par le représentant de la FEN, Robert Chéramy. Des études qui, avant d'être discutées en séance plénière, sont longuement préparées en commission. Il y en a 9. Et ce résultat me paraît manifester très clairement l'échec. Et puis, 2 fois par an, le Conseil dresse le bilan de santé de l'économie, en présence des principaux intéressés, ici Raymond Barre. Les entreprises, pour moi, M. Roland, ne sont pas des entités qu'il faut détruire. Ce sont au contraire des unités économiques qui contribuent à la production, à l'emploi, à l'investissement et à l'exportation. Valéry Giscard d'Estaing venait régulièrement en tant que ministre des Finances. La dernière fois, c'était le 18 décembre 1973, alors qu'éclatait la crise de l'énergie. Hier, 4 ans plus tard, le président de la République affirmait « C'est une nouvelle étape que nous vivons, un changement du monde ». Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité en ce début d'après-midi. Je ne sais pas si une information importante va m'être communiquée avant la bourse. Je regarde rapidement. La thèse du suicide des membres de la FAR mise en doute par l'avocat Heinz Heldmann, bien rien de particulier pour l'instant. C'est une dépêche concernant bien entendu l'affaire dont nous parlions avec Bernard Volcker et qui commence à susciter quelques remous en Allemagne fédérale autour de cette affaire du suicide d'Andreas Bader, suicide entre guillemets, et d'un certain nombre de ses camarades participant à la fraction Armée Rouge. Je pense que Roger Giguel ce soir pourra vous donner de plus amples détails si on a un résultat communiqué de l'autopsie définitive. Cela dit, eh bien, à la bourse, René Tendron.
Oui, eh bien l'ambiance se réchauffe chaque jour davantage à la bourse, Yves Mourouzi. Les valeurs françaises accomplissent en effet une nouvelle étape de hausse aujourd'hui dans un marché d'ailleurs un petit peu plus étoffé que ces jours derniers. Les indicateurs sont à cet égard révélateurs, vous le voyez, plus 1,36% de hausse et ça s'améliore derrière. Le calme qui semble se confirmer sur le marché des changes où le dollar baisse encore un peu vis-à-vis du franc, alors que le franc suisse vaut désormais plus cher que le mark allemand, explique en grande partie ce renouveau des valeurs françaises. C'est en effet pour une grande part aux achats étrangers qu'on doit l'amélioration enregistrée depuis 2 jours, les investisseurs étrangers ayant notamment été impressionnés par le redressement de notre balance commerciale. La baisse d'1/8 de point du loyer de l'argent, baisse que permet la bonne tenue du franc vis-à-vis du dollar, encourage par ailleurs les investisseurs institutionnels français à convertir un peu de leur argent liquide en valeurs françaises, ce qui explique les hausses que vous voyez aujourd'hui devant vous. Et cela d'autant plus qu'ayant souvent pris trop de précautions en vendant sous condition une partie de leur portefeuille, ces investisseurs institutionnels sont obligés en ce jour de réponse des primes, jour où l'on fait le bilan des engagements conditionnels, ils sont un peu obligés de se racheter puisque tout ou presque a monté depuis 3 mois. Mais la clientèle française, hélas, fait encore défaut et c'est pourquoi le syndic de la compagnie des agents de change, M. Yves Flornoy, a décidé de demander aux partis politiques, à tous les partis politiques, de dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent faire du marché financier français. Pourquoi les agents de change sortent-ils aujourd'hui de leurs réserves traditionnelles? Parce que, a répondu tout à l'heure M. Yves Flornoy, parce que la bourse joue un rôle et continuera d'en jouer un, quel que soit le résultat des élections, et parce qu'il faut bien que quelqu'un parle au nom des épargnants qui s'intéressent à la bourse. Et M. Flornoy entend poser, au cours d'un forum qui se tiendra début décembre, 3 questions. Nationaliser demain peut-être, mais comment et jusqu'où? Veut-on vraiment faire de Paris une place financière internationale? Avec quels capitaux entend-on demain faire l'investissement? En attendant, la bourse aujourd'hui se porte bien, le marché de l'or est également bien orienté. Ce matin à Londres, l'once d'or fin est montée à 161,55 $. La barre, vous le voyez, a gagné 80 francs, le kilo 75 francs, tandis que le Napoléon perdait 50 centimes. Les valeurs étrangères sont moins bien orientées. Wall Street boude toujours. Les valeurs allemandes qui avaient beaucoup monté hier rebaissent un petit peu aujourd'hui. Et seules les mines d'or, encore qu'irrégulières, varient peu, mais sont quand même un petit peu en hausse. Il y a toujours beaucoup de spéculation sur Eastrand, naturellement, qui n'est pas encore coté. L'emprunt 4,5 pour 173 à 657 francs 10 perd 80 centimes. Lui, la Caisse nationale de l'énergie a perdu 1 franc, mais l'emprunt 7 pour 173 a lui gagné 80 centimes à 252,80. Une très bonne séance donc aujourd'hui. Ici la Bourse de Paris. À vous, Yves Mourouzi. Merci René Tendron. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous un excellent après-midi, surtout à vous les jeunes à l'écoute de TF1. Rendez-vous demain, 13 h, ici même.